La société va mal. Il faut combattre ça par le rire. On est le premier court-métrage français vendu à Prime Video. Et je mets cette graine d'idée en 5e dans ma tête. Je ferai du cinéma plus tard. Bonjour Chine, ça s'appelait. Bonjour Chine, un blog. C'était marqué « Cherche français brun costaud ». Elle me dit « Waouh, t'as joué là ou pas ?» Je dis « Non ». Elle me dit « Tant mieux, ça me rassure. J'étais à fond ». Ça fait 10% des Chinois qui matent le film. Là, je réalise la série et ça éclate. Elle part, elle dit « Bon, faut trouver un producteur ». Je mets le pied dans la porte, au sens propre. Et j'ai une boîte de prod. Ce qui est totalement fou. Franchement, dans un film, l'argent part. Il court. En fait, il s'est rendu compte que quand il allait dans le club, tout le monde était dans le club. Et quand il allait justement dans le bar, tout le monde était dans le bar. Ce qui est assez paradoxal dans cette société où les gens veulent être différents, être rassurés en fait finalement d'avoir les mêmes goûts. Pas de mots pour décrire Gérard Darmon tellement qu'il a changé ma vie. J'ai écrit ce film pour Gérard Darmon. Je me suis un peu avancé, Gérard peut pas le faire. Je l'appelle. Je dis bah oui, j'ai tout prévu. Mon premier instant, il m'a dit gars, en fait, c'est impossible. Ouais, il a rien à prouver, il est dans le partage. Je crois que j'ai toujours cru en ma chance. En fait, merci aux gens qui m'ont dit non. Le temps d'un instant, peu importe cet instant. À un moment donné, tu crois que c'est vrai. Le cinéma, c'est populaire. La cinémathérapie, ça existe. Hein. C'est peut-être une anecdote la plus dingue de ce podcast. Mes punitions, parce que j'ai un très mauvais anglais. Et je veux donner de la joie aux gens. J'aime trop les gens. Enfin, je me suis permis de me livrer un peu à cœur ouvert pour dire, c'est possible. Sans cette meuf-là, jamais de ma vie entière, je vis mes rêves. Les gens sont... Arnaud, bienvenue pour ce podcast. Ça me fait plaisir que tu aies accepté. Merci François. Il va être obligé de faire le mot. Merci beaucoup. Non, c'est cool d'être venu. En tout cas, tu vas nous raconter ton histoire, comment justement tu es arrivé dans tes différents business aujourd'hui. On commence toujours par quelque chose ici dans nos podcasts. Question simple, réponse simple. Ton nom? Mon nom de famille. Ouais. Ton nom et ton prénom? Arnaud Mison. Ok, ton âge? Purée les gars, vous êtes dégueulasses, 36 ans. Ok, profession? Je suis metteur en scène. Magnifique. Ta ville d'habitation principale? Je dis principale parce qu'il faut que tu expliques aussi que tu voyages quand même assez. Je dirais Lyon. Ok, ça marche. Ton palmarès? Tes différents palmarès, tes différents titres? Alors j'ai été champion de ping-pong 94 à Stuttgart. Écoute, dans ma discipline, j'ai été prénommé au César 4 fois. J'ai été prénommé aux Oscars une fois. Alors tout ça, du court-métrage, hein, je vous rassure. Hein. Donc finalement, quand t'es prénommé, t'es pas nommé en fait. Mais c'est bien de dire prénommé. C'est-à-dire que t'es quand même dans la liste, mais t'es pas dedans. Voilà. Et je crois que c'est le plus grand truc que j'ai. Après, j'ai gagné plein de festivals. J'ai gagné Sao Paulo, j'ai gagné Florence. On a gagné plein de festivals dans le monde entier pour ce qu'on a fait. Et le petit truc que je kiffe, qui restera long, enfin pour moi, parce que ça rappelle un peu je dirais, une partie un peu sociétale, enfin moderne. Et mon parcours, c'est qu'on est le premier court-métrage français vendu à Prime Video. On est et on restera du coup le premier court-métrage français vendu à Prime Video. Magnifique. Donc ouais, on en reparlera ça juste après, comment ça s'est déroulé. D'accord, ok, mais c'est dans mon palmarès, d'accord. C'est excellent. Ok, ton épanouissement aujourd'hui sur 10, Arnaud? Il est proche de 10. Il est proche de, je dirais 8 sur 10. Ok. Sacrée question. Qu'est-ce qui fait qu'il manque 2 points pour toi? Le long métrage. Je suis à ça et c'est une frustration pour l'instant. C'est une frustration parce qu'il est en train d'être fin. Mon long métrage grandement, probablement va se faire. Mais j'ai tout misé dans ma vie. En tout cas, j'ai tout sacrifié pour faire un jour un long métrage au cinéma. Pour arriver à... Ouais, franchement, très honnêtement, ça serait ma plus grande richesse professionnelle. Magnifique. Et donc, du coup, je pourrais te répondre peut-être dans 1 an et demi en disant, dans 1 an, j'espère maintenant, même dans quelques mois, 10 sur 10. Magnifique. Voilà. Mais c'est ce pourquoi, voilà. Il manque ces 2 points. Ouais, après, famille, je suis plus... Enfin, bref. Mais voilà, 8 sur 10. Magnifique. Ta plus grande fierté aujourd'hui? Ah, mes filles. Parfait. Très loin. Papa de 2 filles? Papa de 2 filles, okay. Mes filles, ma femme, de très très loin. Enfin, je veux dire, tout s'arrête et elle reste là, tout est OK. Ok. Vraiment. Quoi. Magnifique. Super. Alors, tu as répondu quelque part à la question, ton prochain plus grand objectif? Long métrage. Ouais, le long métrage, c'est vraiment quelque chose... Ah ouais, c'est vraiment... quand j'ai tout plaqué, on va en parler après, mais pour faire le cinéma, c'était la montagne qui était tout au bout. Mais que je voyais pas, tu vois, dans le chemin. Ouais. Mais en réalité, c'est ce pourquoi je me lève
tous les matins. Alors évidemment, avec les joies et les peines que tu mènes dans chaque domaine d'ailleurs. Mais l'objectif, c'est le long métrage. Ok, et là, tu as combien de courts-métrages pour le moment? J'en ai fait 4. 4. Mais c'est bon, le circuit court, ça va. C'est bon, j'ai fini. Ouais, ok. Ouais, parce qu'en vérité, on dit souvent, tiens, c'est un peu comme... T'aimes le foot ou pas? Bien sûr. C'est un peu comme dans le foot où t'as joué en amateur, CFA, National 3, National 2, National 1. Tu cales à un moment. Tu marques à chaque fois des buts, t'es meilleur buteur. Il y a une Ligue 2 qui t'appelle, tu fais des très bons matchs. Tu vois, tu sens que t'es bon, mais t'es pas encore en Ligue 1 et t'es pas titulaire. Mais tu sais que t'as le potentiel, mais il va falloir franchir un gap. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu es dans cette phase-là Ouais, je suis dans où cette tu as phase-là vraiment où envie de... Oui, ou quand je vais dans des festivals de long métrage, on me reconnaît, on a dit « Ah oui, j'ai vu ton film ». Tu vois, la dernière fois, je parlais avec une très très grande chaîne de télévision que tout le monde regarde tous les jours. Et le directeur d'Eto qui m'a dit « Ah mais c'est toi qui avais fait le film avec Gérard Darmon, je m'en souviens très bien, le court-métrage et tout machin ». Donc tu vois, le circuit court, c'est bon, c'est fait. Ok. Maintenant, j'ai envie de passer dans la cour des grands. On parlera, comment moi, il y a une question qui m'impressionne justement dans le cinéma, c'est comment ça se passe un film, comment t'organises, comment t'écris, ça doit être un truc de malade que les Bien gens sûr. ne connaissent pas. Et c'était l'idée justement de ce podcast quand Vincent, un petit coucou d'ailleurs à toi Vincent, qui m'a mis en relation avec Arnaud. On pense fort à toi, mais l'idée c'est que ouais, tu nous expliques comment ça se passe. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet. La drogue. J'ai l'impression que c'était ça. Non, comment ça s'est passé pour toi, Arnaud, ce déclic? Parce que moi, tu m'en as parlé un peu hors cam. Allez, fais-moi concrètement, Arnaud, de la sortie de l'école jusqu'à aujourd'hui, comment ça s'est passé? Soit du lycée, tu vois. Est-ce que tu avais peut-être un tempérament déjà un peu entreprendre à l'époque? Raconte-nous un peu ton histoire et j'aurais peut-être des questions, je me permettrai de te Ouais, non, couper. bien sûr. Ah, tu te permettras de me couper, d'accord. Le podcast, c'est un truc de fou ici, hein, franchement, les mecs. Écoute, c'est une très bonne question. Alors, moi, je suis un fonceur et un leader. Pas dans le sens où je suis le meilleur, dans le sens où, et en toute humilité, donc il faut revenir à ce que j'ai dit, dans le sens où, même quand j'étais au collège-lycée, je me disais, on va faire ça. Et je disais, on va faire ça. Et les gens autour de moi disent, ouais, mais on va faire ça. Ça va marcher. Et j'étais souvent le gars qui faisait rire tout le monde, souvent le gars qui était très fédérateur. Mais j'ai toujours eu ça. Donc je mets ça de côté. Maintenant, je t'explique un peu mon parcours et j'y reviendrai juste après. Quand je fais du collège et lycée, il y a l'option théâtre qui me gratte un peu. Je me dis, ah, théâtre, j'adore ça. Et en fait, quand je suis en 5e, donc je reviens encore un peu avant, je vais voir La vie est belle dans un cinéma de quartier avec mon école en version italienne. Je suis en 5e, je me rappelle, c'est un mardi matin. Et la prof de français... En version italienne? Ouais, version originale, ouais. La vie est belle. Ah, c'était en VO. C'était en VO. Et sous-titré français, évidemment. Et je n'étais pas vraiment allé au cinéma à cette époque-là. J'avais fait 1 ou 2 films comme ça, tu vois, avec ma mère, vite fait. On était allé voir 1 ou 2 films, mais bon, peu importe. Enfin, j'avais fait très peu de cinéma dans ma vie avant. Avant la 5e, je n'étais pas trop allé au cinéma, en fait. Et je vais en 5e voir ce film de Roberto Benigni. Vraiment la semaine en plus où il sort pendant le festival de Cannes, parce qu'il gagne d'ailleurs un prix. À Cannes, le prix du jury, Roberto Benigni, avant de gagner un Oscar et des Césars, etc. Et en fait, je prends une claque, mais intersidérale, mais à tel point qu'en fait, le film s'arrête et je m'effondre en larmes. Et je suis en 5e et c'est en mode, ouais, on est des bonhommes et tout, avec les potes et tout, machin. Tu vois, t'es en 5e, tu te découvres un peu, machin, etc. Et je m'effondre en larmes. Mais je m'effondre en larmes à la fin de ce film. Et à tel point que je reste sur le siège et tout le monde part. Et ma prof, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et jusqu'au soir où je rentre chez moi, je suis vraiment amorphe. Compliqué pour moi de m'exprimer. Je suis avec mes potes et je vois que tout le monde passe à côté du film. C'est-à-dire qu'on a vu un film, mais bon, la vie reprend très rapidement son cours au sein de la classe, en mode venez, on est dans la cour d'école. Enfin, mais moi, je reste encore sur ce film-là. C'est ouf. Et en fait, le lendemain matin, je dis, en fait, je vais faire du cinéma plus tard. En fait, j'ai découvert quelque chose qui me donnait une sensation qui était inexplicable, en fait. C'est-à-dire que le temps d'un instant, l'irréel et le fantasmagorique que représente le cinéma, c'est-à-dire que c'est des acteurs qui jouent, qui voilà. En fait, j'ai cru que c'était réel, en fait. En fait, je n'ai pas réussi à discerner, et même pire, à dissocier l'irréel du réel, en fait. J'étais dedans. Je veux faire ça. Dingue. Je veux faire ça parce que j'ai vu les émotions que ça pouvait procurer. Je veux faire du cinéma. Et je mets cette graine d'idée en 5e dans ma tête. Je ferai du cinéma plus tard. Ok.
Je prends un caméscope de mes parents et je commence à faire des sketchs avec mes potes, mais on fait que de la parodie. Je me rappelle d'une parodie de We Be Love United de Pascal Obispo qui fait passer tous les joueurs de foot. Et on l'a fait avec des potes. On n'avait pas de travelling, du coup, on marchait de côté comme si la caméra, elle bougeait. Enfin, vraiment, je me dis... Et en fait, je commence à me passionner pour la mise en scène, en fait. Mais inconsciemment, parce qu'en fait, tu dis à tes potes, vas-y, fais... Tu connais rien, t'es avec ton caméscope, c'est de la merde. Enfin, je vous dis, c'était nul. Hein. Mais je commence à me piquer par le truc, tu vois. Petit truc, ouais. La vie avance. Et puis, en fait, au final, tu dis, bah, moi, je veux faire du cinéma. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là. Et je suis dans une famille très terre-à-terre. Génial, hein, des parents qui m'ont aimé, aidé, et tout ce que tu veux. J'ai une enfance magnifique. Mais bon, c'est une réalité. Enfin, à un moment donné, il n'y avait personne dans ma famille qui était dans le cinéma. Très peu de gens sont... Très peu. Ouais, et autour de moi, je disais, je vais faire du cinéma. Ils disaient, bah, ouais. je sais pas trop comment... Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Je continue, et puis jusqu'en bac plus 5, parce que, en stratégie financière, parce que je me dis, bah, je sais pas trop quoi faire. T'as fait quoi? École de co? École de co, ouais. Et j'adore... en fait... J'adore l'humain, l'humain, les transactions financières, le marketing aussi opérationnel, mais purement dans la finance. Comment, enfin bref, je fais coucou à mon ancienne directrice avec qui je vais bientôt m'associer sur un projet dans le moment. Et en fait, jusqu'à la fin de ces études-là, j'ai aucun souci. Je suis major de promo marketing. Enfin, je fais plein de trucs qui me plaisent. Ça glisse tranquille. Ça glisse. Je prends aucun plaisir. Je prends zéro plaisir, mais je le fais. Sans me dire, ah mon Dieu, c'est horrible. Hein. Je le fais. T'étais à Lyon, là? Ouais, j'étais à Lyon. Ok. Et bon, et à un moment donné, je pars, donc je pousse la blague encore plus loin, je pars en Chine parce que j'ai un mentor, enfin j'ai eu un mentor fantastique qui m'a beaucoup aidé, et il m'envoie dans une de ses sociétés en Chine, quelqu'un de très très généreux, et je vais là-bas, je travaille en Chine, etc. Je suis chef de projet, j'ai 22 ans, je suis expatrié, donc... Bon, je me dis franchement, c'est quand même, pardon, bonjour, c'est quand même assez dingue. Et en fait, je suis là-bas, et en fait, ça me plaît pas, en fait. Je suis là, chef de projet, je me dis... T'es tout seul à cette époque ou... Je suis avec ma copine. Elle était venue avec toi? Elle était venue avec moi parce que j'avais dit au gars, en fait, je sens que c'est la meuf de ma vie. En fait, partir 6 mois, 1 an, à ce moment-là de notre relation... C'est rush. C'est Thanas, frérot. Je pense que ça va pas le faire. Donc, je l'impose un peu dans le deal. Et le gars me dit, OK, vas-y, elle part avec toi, quoi. Et on y va. Mais cette femme-là, à chaque fois, je me dis, je veux faire du cinéma, je veux faire du cinéma, je veux faire du cinéma. Mais quel est son positionnement, tu vois, à cette époque? En fait, c'est un peu l'interrogation, parce que elle, moi, j'ai une femme qui est extraordinaire parce qu'elle a une qualité qui est au-dessus de toutes les autres, c'est l'écoute. Et c'est le discernement. C'est-à-dire qu'en gros, elle est capable de dire OK et se mettre à ta place en disant, bon, comment on fait? Et puis elle voyait que je faisais marrer tout le temps les potes. Moi, j'adore. On a vu ça, ouais. Ouais, frérot. En fait, j'adore donner de l'entertainment. En fait. Ouais. J'adore ça. En fait, j'adore. La société va mal. Il faut combattre ça par le rire. Donc, je suis en mode One Life. On va là-bas. Et un jour, un matin, elle me dit, je me rappelle, mais vraiment, mais comme si c'était il y a 15 secondes, mais sur Bonjour Chine, ça s'appelait Bonjour Chine, un blog. C'était marqué « Cherche français brun costaud, beau gosse, musclé. » Costaud, c'était marqué. Français, Ouais. avec une barbe, grand, capable de jouer gendarme d'époque dans un film qui s'appelle « Nos années françaises ». Je vous jure que c'est précisément ça le truc. En Chine. En Chine, à Shanghai. Dinguerie. Rendez-vous demain 10h15 dans la concession française pour casting sauvage dans le café. Je me rappelle encore du nom de la directrice de casting qui s'appelle Frédéric Leterme, qui travaille encore là-bas, je crois. C'était il y a 16 ans, donc pour te dire, 15 ans. Non, un peu moins. J'y vais, comme ça. C'était film. C'était un Pour film. Ouais. Et je vais là-bas. Et il y a ça, un petit studio. Je connais rien. J'y vais, je dis bonjour. Voilà. Elle m'a dit, t'as déjà fait du théâtre? Je dis, évidemment, j'ai déjà fait du théâtre. Jamais. T'as déjà joué dans des films? Ouais, tu peux me montrer un peu ce que t'as fait? Ah, ça en montage. Mytho, le frère. Ok, bon, bah mets-toi devant la caméra, on fait un essai, c'est une phrase à dire, c'est merci mon commandant. Ok, d'accord. Je dis, merci mon commandant. Elle me dit, waouh, t'as joué là ou pas? Je dis, non. Elle me dit, tant mieux, ça me rassure. J'étais à fond. Pourtant, j'étais à fond.
Et je me rends compte que c'était de la merde. Du coup, je dis juste, bah, tu sais quoi, je joue là hyper sobre. J'avais regardé des petites vidéos de DiCaprio dans ses making-of. Et je dis, je joue là hyper sobre. Je dis, merci, mon commandant. Elle me dit, ah, c'est super. Puis elle me dit, oh, tu sais quoi, il y a un gars qui est venu en retard sur le casting. Les mecs de ce matin, c'était pas trop sérieux. Elle me dit, il y a très peu de Français qui ont envie de jouer ici à Shanghai. Enfin, ils n'ont pas vu l'annonce. Tu sais quoi, je te prends. Je dis, sérieux? Elle me dit, ouais, je te prends. Tournage lundi prochain. Elle me dit, donc, on était donc, dans une semaine. J'y vais, elle me dit, mais t'es payé, hein? Je dis, je suis payé pour ce que je vais faire, là. Elle me dit, ah ouais, t'es payé 120 € la journée. Je dis, quoi? Je suis payé 120 balles pour dire une phrase? Mais c'est génial ce métier. J'ai dit, mais c'est incroyable. J'y vais, et là, ce jour-là, je me rappelle encore de la sensation, pour te dire. Mais on va faire une petite bise à quelqu'un qui s'appelle Tom Claren, qui est un influenceur luxe sur les réseaux sociaux, qui est suivi par 800 000 personnes. Ce jour-là, il est à côté de moi. Il me dit, ah putain, il y a un truc qui s'appelle Instagram, moi j'ai envie de faire des vidéos et tout, machin. Et on se rencontre là-bas, on est devenus amis, on s'est jamais lâchés. Et avec Tom, on fait ce film. Et là, ce jour-là, je regarde comme ça, je vois une grue, je vois de la fumée, des éclairages dans tous les sens. Truc de malade grosse mental. prod, hein. Grosse prod. Par rapport à d'autres choses que tu as déjà Que vues, j'ai déjà vu après, ouais, grosse prod. Hein. qu'est-ce que tu Ça as fait fait quand même c'est un téléfilm, ça fait quand même 165 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Je me rends pas compte. Ils font 1,4 milliard. Mais ça fait 10% des Chinois qui matent le film quand même. Enfin, c'est quand même gigantesque. Ça fait 2 fois et demi la France qui mate le film ce soir-là, quoi. Tu vois quand même. Ouais, un vrai délire. Ah ouais, et en fait, je vois le plateau. La femme, Frédéric Leterme, me dit, bon, bah c'est fini, c'était super, à bientôt. Elle me laisse là. Et en partant, je lui dis, tu viens de faire un truc qui vient de bouleverser ma vie. C'est-à-dire que ce jour-là, vraiment, enfin, alors pour moi, c'est énorme. Alors, je sais pas si ça va inspirer des gens, mais en tout cas, pour moi, ça m'a... Je me fous au café d'en face du tournage. Ouais. Je commande un café. Et je dis, en fait, ma vie va changer là. Je rentre, je dis à ma femme, je vais faire acteur. Elle me dit, ok. Je dis, t'as pas capté, hein. Là, j'arrête le travail en Chine. Je vais voir notre PDG demain. Je lui dis... C'était une grosse décision quand même. Putain, c'est une décision où, en fait... Tu sais, quand tu vas en Chine, t'étais bien payé. Pour 22 ans, oui, c'était extrêmement bien payé. Extrêmement bien payé. À l'époque, je touchais 2000 € net par mois, je crois 2200 balles. Mais je te parle d'une époque où il y a 10 piges, où t'es en Chine, et en plus de ça, t'avais pas cette inflation-là. Enfin, je veux dire, c'était 2200 balles, Ouais, quand t'as rien à payer, loyer, etc. Ah, tu n'avais pas de loyer, t'avais? Ouais, j'étais quasiment pas de loyer. Pour moi, j'étais un escroc. Enfin, très honnêtement, en plus, j'ai toujours eu... Ce qui est marrant, c'est que dans le milieu artistique, j'ai jamais eu ce syndrome de l'imposteur parce que je sais ma valeur, etc. Dans le milieu privé, dans les entreprises, je me suis jamais senti légitime. Je me suis toujours dit, on me paye, je suis un escroc. Même des fois, je parlais avec mes patrons, je disais franchement... Mais même, j'ai bossé à McDo, j'ai ramassé des pop-corn jusqu'à minuit dans les cinémas. J'ai travaillé, je vais taire la grande enseigne, à Corba, à 3h du matin, à moins 18 degrés, à l'usine. Même les gars, Au marché gare de Corba. même voilà, t'as capté. En fait, même par rapport à eux, je me sentais un escroc. Alors pourtant, franchement, je me levais et je devais nettoyer les crevettes dans les box où il y avait des vers de terre dedans. C'était pourri. Hein. Franchement, j'ai travaillé dans les boulots les plus horribles. Donc je connais ce que c'est 1 euro. Tu vois, vraiment, j'étais en galère, tu vois. Mais je sais pas pourquoi dans le privé je me dis ouais. En fait parce que je me suis jamais vraiment senti à ma place en fait. Je me suis dit mais en fait c'est... Ouais, t'étais pas bien dans ce que tu faisais quoi. Ah non, en fait pour moi c'est un milieu artistique que je cherchais depuis le début en fait. Ouais. Que j'avais jamais trouvé. Et après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment t'es arrivé là aujourd'hui? Comment ça s'est passé tout ça? Je prends le café à Shanghai, je rentre chez moi, je dis j'arrête tout. Et ma femme me dit ok. Je tape sur Google. Hein. Je tape école d'art dramatique, école de théâtre Lyon. Parce que j'étais lyonnais. Et je prends les 10. Il y a 6 heures de décalage avec la France, c'est 20 heures, donc c'est 14 heures en Chine. Donc je dis, bah voilà, j'appelle quand même. La première qui me répond, je la fais le soir même. Hein. Donc la journée en France, ou l'inverse, je ne me rappelle plus, bref. Et puis à un moment, il y a une école qui me répond. Je dis, oui, bonjour, là, bah, je veux faire acteur. Voilà, est-ce qu'il y a des auditions? Oui, dans 3 mois, il y a des auditions. Ok, super, je l'ai fait. Ouais, mais je vous garantis que pas vous êtes pris. Je vous garantis juste de faire l'audition. Après, on verra si vous êtes pris ou pas. 16 jours plus tard, je suis dans l'avion. Je rentre en France. Mes parents sont en mode what the fuck? Qu'est-ce qui se passe en fait? J'arrête tout. Ils me disent ce qui est normal. Ils me disent gars, en fait, tu vas te débrouiller un petit peu quand même là. Ouais. Je voulais pas me relancer dans un délire de je fais un boulot, un vrai.
je me suis dit, je vais me mettre dans un grand danger. Je vais prendre un mi-temps qui me permet d'avoir des horaires aménagés. Je vais à McDo par Dieu. Ah putain, mais Et ouais, je travaille à carrément. McDo par Dieu. Rayon chicken. Je faisais tout ce qui était les wraps et les McChicken. Je vous le dis. Hein. D'ailleurs, s'ils étaient très bons à McDo par Dieu, je pense que c'est grâce à moi. Voilà. Et je prends un autre boulot alimentaire qui est au pâté Vèze à Lyon, Ouais. pour ramasser des pop-corn le soir. Donc je me dis, ce qui est cool, c'est que le matin, je bosse. Le soir, je bosse à partir de 18h. Mais du coup, de midi à 18h, en fait, je fais rien. Tu vois ce que je veux dire? T'as de quoi. Donc là, je me dis, OK, let's go. Et c'est cool parce que les cours que je prenais de théâtre risquent d'être entre midi et 18h. Et en fait, je vais voir cette école-là, je fais une audition, le gars me dit, ah putain, t'as un bon bagou, t'es pas très bon techniquement, mais je pense que ça peut le faire. Et il me prend. Et du coup, je commence le cours d'art dramatique comme ça. Je te la fais assez rapidement. Pendant 2 ans, je me dis, en fait, jouer, c'est bien, mais je suis bon à face caméra. Mais au théâtre, je suis l'un des plus mauvais de la promo. Parce que je sens pas le truc, machin, etc. Je me sens pareil, je me sens escroc, en fait, sur le plateau. Je me dis, j'y crois pas trop, Ouais, machin, ouais. etc. Par contre, je me dis, putain, plus ça avance, plus j'adore mettre en scène. C'est marrant parce qu'en fait, quand j'étais... Donc, je reprends le chemin parallèle. Quand j'étais avec mes potes au collège, j'adorais faire ça. Ouais, c'est Mettre ce en que scène, tu disais. etc. Je dis, en fait, je crois que c'est mon métier, quoi. Et puis, je commence à écrire, du coup, des vannes, des sketchs avec mes potes. Et puis, on s'achète un petit boîtier. Parce que je travaillais au McDo, mais je mettais, je crois, 40 ou 50 euros par mois. Puis, à un moment donné, je crois que j'achète un GH3, un Pana. Je me rappelle plus ce que c'était, un G... Je sais plus ce que c'était, mais c'était un Pana, je crois. Bon, Ouais, un sans le truc qui son, tient la route, ouais, ouais. voilà, pas de micro-rod, rien du tout. Mais bon, il fallait crier, quoi, quand tu jouais. Mais en tout cas, on commence à faire des sketchs. Puis, je prends le plaisir, ça. Puis, je crée une Ouais. petite web-série qui commence un peu à marcher, tu vois. Et je suis repéré par quelqu'un qui me dit, bah, en fait, j'ai vu ta web-série, moi, je cherche à faire une web-série. Voilà, puis je crée une web-série qui éclate sur le web, à tel point que MyTF1 reprend les droits. Je suis pas producteur, je suis vraiment aidé par cette productrice, et c'était l'initiatrice du projet d'ailleurs. Moi, j'étais juste là en scénariste, et j'ai tout écrit quasiment à 80%, avec un autre pool d'auteurs, hein, Patrice, Flavien, Anthony, tout ça. Et en fait, bah là, je réalise la série, et ça éclate. Ça éclate, à tel point que vraiment, t'en parles, touche pas à mon poste, on en parle, enfin ils en parlent dans plein de presse, Ouais. etc. La série des Une grosse 12-17 ans. com. Ouais, un truc qui fonctionne super bien, ça s'appelle En coloc. Et Ok. En coloc avec Capucine Anav à l'époque, qui Ouais, en fait ok. me donne cette chance-là. Et en fait, c'est elle qui me donne sa chance, en fait. En vérité, c'est cette fille-là qui me donne un peu ma première chance. Qui était. Elle Qui était était chez aussi. Hanouna, en fait, chroniqueuse. Ouais, elle était chez Hanouna, ouais. Et c'est une série auquel passe Camille Combal, Sinégo Wood, Ouais. plein de gens qui viennent Ouais. jouer dans cette web série. Ça pète vraiment. En fait, moi, je me dis, bah, c'est un petit truc comme ça. Et au final, non, ça fait des millions de vues. Mais à tel point que le cours Florent m'appelle pour l'étudier, à tel point que le lycée de cinéma de Cannes m'appelle pour l'étudier, à tel point que je passe dans des plateaux télé parce qu'il y a des sujets sur l'adolescence, du fric, du sexe, de la drogue, des loyers, problèmes avec les parents. Ouais, des problèmes vrais de sujets Des concrets. sujets, en fait, que les jeunes rencontrent. Moi, je me dis, mais en fait, sérieux? Ils me disent, ouais. Et en fait, cette web série éclate à tel point qu'un jour, je suis dans un apéro à Lyon et il y a une fille qui dit, ah, trop bien, machin. Et elle parle d'En coloc, justement. Et moi, je dis Mais pas, c'était des gens du milieu à cet pas du apéro. tout. C'est Genre, une fille comme qui nous, travaille- on fait un apéro. Enfin, l'apéro, c'est une fille qui va dire en coloc et tout. Je dis, bah ouais, bah. Et elle s'appelle Aurélie d'ailleurs. C'est elle aussi qui a transformé ma vie. Aurélie, parce qu'en fait, elle dit, ah, bah, je travaille dans une agence de pub. Et c'est marrant, la grande directrice de cette agence de pub cherche à rencontrer le réalisateur. En gros, elle sait à peu près que c'est moi finalement. Et je lui dis, bah ouais, c'est moi qui fais la série. Et en fait, 2 jours plus tard, je suis face à elle, à Lyon, hein, grande agence de pub. Elle dit, bon, bah, cherche un gars pour réaliser une pub télé. Ok, réalisé. Réalisée. Ok, ok. Écoute bien, parce que c'est peut-être ça la Déclencheur. clé de voûte de ce podcast-là. Enfin, en tout cas, à mes yeux. Et on est là dans une grande table, c'est juste à côté, hein, vraiment. Grande table, plein de monde, etc. Voilà. Pour le groupe Pierre Fabre, donc médicamentaire, Ouais, qui font des Connu. milliards. Ouais. Je dis sérieux? Je suis toujours comme ça, je dis sérieux, c'est sérieux? Si je crois toujours pas, moi, je me dis. Elle dit ouais, carrément. Et là, à cette époque, j'ai juste une question. Si je devais te poser la question de ton épanouissement sur 10, Ouais. à cette époque, Bah là, je suis à 15. Je suis à 15. là, t'étais vraiment au max du max. Bah ouais, parce que en fait, j'ai ma femme qui me soutient à fond. En fait, je suis à 15 parce que il y a quand même une partie de moi où je me dis, bah, c'est une blague, enfin, ça va s'arrêter et tout ça. Mais il y a une partie de moi qui, en fait, dans l'inconscient,
mais fait des fondations méga solides, en fait. Et je t'expliquerai rapidement, mais tout ça ne s'arrête jamais. En fait, en gros, je me dis, c'est pas possible. Mais en fait, je me bagarre très fort pour que ça fonctionne longtemps, tu vois. Et de ça, elle me dit, bon, bah super, voilà, c'est pour une pub, pour un projet. Bon, elle me dit, c'est pas très glam, c'est pour le charbon, voilà, le charbon actif, voilà, c'est pour les gens qui ont des gaz. Et cette femme me dit, du coup, elle me dit, bah voilà, bah on va te prendre en réal et tout, c'est jeune, c'est frais, voilà, texte est écrit, super. Je vous jure, Dieu me regarde, la porte est en train de se fermer, je suis en train de partir. Et elle dit un peu fort, parce qu'elle se lève, bon, maintenant il faut trouver un producteur et une boîte de prod. Je vous jure que c'est vrai. C'est une expression propre comme on fait. Toi, attends, là, là, je suis un gars. Non, mais tu devais écrire. Tu devais faire quoi, là? La pub, elle est déjà écrite. Ok. On me dit juste de la mettre en scène. T'étais juste là pour mettre en scène la pub. Ouais. Incroyable. Donc Et là, elle me tu dit, sors de la pièce. On peut parler de chiffres, hein, comme ça va peut-être inspirer des gens. Elle me dit, voilà, j'ai un projet, j'ai le réalisateur, c'est un cachet de 3 000 € pour réaliser une pub, c'est un jour de tournage seulement, la pub est écrite, c'est 12 secondes, est-ce que tu veux le faire? Moi, j'avais jamais gagné 3 000 € de ma vie, net, comme ça. Je dis, bah évidemment, je le fais. Trop bien, pub télé, je suis en mode, wow, Las Vegas, je suis en mode Las Vegas, bro. Elle part, elle dit, bon, il faut trouver un producteur. Annabelle, elle s'appelle. Je mets le pied dans la porte, au sens propre. Je rouvre la porte. Je dis, vous avez besoin d'un producteur? Elle me dit, ouais, on cherche une boîte de prod, putain, c'est dans 12 jours, c'est Tana, c'est tout. Et là, pour tous les sacrifices que j'ai faits, pour tout le respect que je dois à ma meuf qui m'a dit, vas-y, je crois en toi, pour tout ça, je sais pas comment, frérot. Il y a un truc qui sort de moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me vois, en fait, comme ça, en mode... Et j'ai une boîte de prod. Ce qui est totalement faux. C'est-à-dire ce qui est faux de chez faux, archi faux. Comme quand la nana t'avait... T'as eu la même sensation que quand la nana t'avait dit, t'as déjà fait un film? Ouais, c'est ça. Pareil, un mytho, finalement. Et je dis, j'ai une boîte de prod. un culot, mais... Bah là, c'est un cul. Monstrueux. Ouais, c'est un gros cul, l'eau, tu vois. Et je dis, ouais, j'ai une boîte de prod. Ah, elle me dit, elle regarde tout le monde, elle dit... Impeccable. Ouais, elle me dit, voilà, super. Elle me dit, c'est OK pour toi. Bon, c'est un petit budget, c'est 40 000 € pour faire la pub. Là, dans ma tête, je me dis, en fait, ma vie va changer maintenant. Je dis, pas de souci. Elle me dit, super, tu m'envoies ton cabis, tout ça, tu peux me les envoyer dans les 12 jours, s'il te plaît, machin. Je dis, pas de souci, aucun problème. Dans mon intérieur, j'ouvre le match, je fais, au secours! Je ferme le match, pas de problème, évidemment, je t'envoie le cabis, je savais pas ce que c'était. Elle me dit, je t'envoie le cabis, je ne sais pas ce que c'est un cabis. Je me dis, pas de souci, je t'envoie le cabis, je lui dis, pas de souci. D'ailleurs, je tape sur Google, cabis, C-A-B-I, enfin, tu vois. Je sais pas ce que c'est un cabis. Je descends, j'appelle mon père. Je dis, papa, là, il y a une galère. Il y a une galère. Lui, il a des sociétés. Je dis, écoute, appelle tes avocats tout de suite, appelle tes experts comptables tout de suite. Je ne sais pas comment monter une société. Dans 12 jours, je dois avoir une société. Il n'y a pas de souci. 20 minutes plus tard, il y a un avocat qui s'appelle Maître Ficheux, qui est mon avocat, et qui me dit, pas de souci, vous inquiétez pas, c'est facile, je vais vous accompagner. Bon, en réalité, en 12 jours, une boîte, ça ne se monte pas vraiment légalement. Par contre, il me fait des papiers. Tu peux exercer. Je peux exercer. Je leur envoie, la pub se passe. Truc de fou. 40 000. 40 000, je prends 40 000 €. C'était le plus gros cachet que tu avais jamais eu jusque-là? En réalité, je prends 40 000 € pour la société. Oui. Donc en fait, je le mets tout de suite en compte courant. Et au lieu de cramer ça, je fais une marge qui est assez conséquente. Je crois que je marge à 63%. Mais en payant au tarif syndical. C'est-à-dire que nous, dans nos métiers, 50%, je crois, on a margé. Hors impôts, hors machin, etc. Donc en fait, au final, il te reste 8,50 €. Clairement. Par contre, enfin, pas si peu, mais par contre, non, en fait, dans nos métiers, tu as des tarifs syndicaux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est hyper simple. En fait, c'est super simple. Tu peux pas dire aux gens, tu le fais pour 10 balles. C'est régi par. C'est comme dans l'immobilier, grosso modo, les commissions des agents immobiliers, quoi. Ah oui, en fait, un acteur qui vient jouer dans la publicité pour ça, enfin, je veux dire, tu ne peux pas. C'est impossible de bullshiter. Il n'y a pas de couilles, quoi. Ah non, c'est impossible. Ok. Par contre, moi, en fait, je marge à ce niveau-là parce que je ne me paye pas du tout. C'est-à-dire que je me sors 0 centime pour avoir fait la pub, tourné la pub, produit la pub, post-produit la pub, coécrit la pub finalement, la diffusé. Je me donne 0 droit parce qu'en fait, tu sais, quand tu es réalisateur, tu as un salaire et tu as des droits. Ça s'appelle les droits de réalisateur. Comme les artistes à l'écran, tu as un cachet le jour où tu joues, mais tu as tes droits. C'est un peu différent. C'est 2 enveloppes. Je me donne 0. Et tout le monde autour de moi dit, mais gars, en fait, tu prends un maxi cachet. Et je dis, non. En fait, je ne me paye pas. Ils disent, mais attends, mais... Et en fait, en réalité, j'ai la boîte où il reste à peu près, je crois, 16 000 €, je crois, au final, après tout avoir payé. Et moi, en fait, où j'ai rien du tout,
Mais je dis, mais en fait, c'est 16 000 euros, je sais ce que je vais faire. En fait, je vais faire un court-métrage avec. Une vitrine pour que les gens disent, waouh, ce qu'il fait, c'est génial. Attends, mais 16K pour un court-métrage, c'est rush ou ça suffit? C'est rien. Ça- C'est rien parce que moi, je vais faire un truc à. Tu vois, moi, je vais faire Shutter Island. Tu vois enfin, bref. Après, quoi. Je crois qu'il a coûté un tout petit peu plus. Et voilà. D'ailleurs, je remercie les comédiens qui joué dans la pub. C'était à l'époque Damien et Caroline, super. Et voilà. Et en fait, je dis à mon meilleur pote qui va être venu moi aussi, je dis, mais en fait, cet argent-là, on met les 16 000 euros dans un film, on se paye toujours pas. Mais sauf qu'en réalité, je suis toujours dans un petit boulot alimentaire. Parce que j'ai cette boîte-là. Ouais, tu faisais toujours ton McDo à côté. En fait, je fais toujours le McDo à côté, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y avait je suis toujours pas il y avait toujours ce portefeuille où, au cas où tu disais, putain, il y a du cash Voilà. qui rentre, quand même, tu vois. Et en fait, je rencontre plein de gens et je rencontre un gars qui me met sur une série. Mhm. Qui me met sur une série en tant qu'acteur, parce que je continue le conservatoire. Enfin, en gros, j'ai fait des cours. Et là, je prends je passe un casting et je rencontre ce gars-là. Et finalement, je fais une série où je suis bien payé pour jouer. Et là, je dis à tout le monde, je crois qu'au total, je touche, enfin, je sais même plus combien je touche, mais une enveloppe assez conséquente pour vivre 5 mois, je crois. Tu vois, en gros, je me dis, j'ai 5 mois de SMIC, ça doit être ça, tu vois. Et là, j'arrête tout. J'appelle mes 2 boulots alimentaires, je stoppe tout. Et je dis, en fait, à un moment donné, j'arrive à un constat où je me dis, si j'ai toujours un petit boulot alimentaire, si j'ai toujours ce petit Tu filet, pourras pas être à 100% dans le truc. je crois qu'en fait, dans ma tête, je me dis, ouais, j'ai toujours une sécurité. Mais en fait, je crois que c'est la sécurité qui me rend insécuritaire. En fait, il faut que j'avance. Et en fait, il faut que je me dise, bah, T'avais ce plan A de faire du ciné et t'avais toujours ce plan B au cas où, mais du coup, ce plan B te disait Ouais, parfois, ouais, bah, le plan A, bah, c'est pas grave s'il est pas. ouais, et en réalité, c'est comme quand tu vois Batman. Tu l'as vu ce film Batman Ouais. je crois que la scène, c'est la scène de Deshi Bazara. C'est quand, tu sais, dans cette prison où Christian Bale il est enfermé en bas, Ouais. ils essaient de sauter pour monter cette prison. Cette prison, ils n'y arrivent Ouais. pas. Et en fait, à un moment donné, il dit, bah, en fait, il faut que tu m'enlèves la corde parce qu'en fait, le fait de savoir la corde, je me donne le droit de louper. Cette phrase-là, elle m'a marqué. En C'est réalité, quand exactement ça. quand t'as pas la corde, je crois que tu as une impulsion supplémentaire pour aller t'accrocher à un truc, tu vois ce que je veux dire. Mental, ouais. Ouais, et en fait, j'arrête tout. Ok. Et là, à ce moment-là, je dis, bah, en fait, j'ai 5000 balles sur mon compte, mais qui vont me permettre de vivre 5 mois. La boîte où je vais tout mettre dans le court-métrage, en fait, au final, j'ai pas de thune, en fait. J'ai aucun filet. C'est maintenant que ça se joue, quoi. Et en fait, tout doucement, on écrit ce court-métrage avec... Enfin, j'écris ce court-métrage dedans et mon meilleur pote m'aide à le produire. Cette boîte de prod est là. On fait ce court-métrage et, petite rencontre assez incroyable, je rencontre Mehdi Sadoun, qui jouait dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les Kaira, tout ça, et je dis, Incroyable, ouais. gars, est-ce que tu veux jouer dans ce court-métrage? C'est un braquage. Deuxième info incroyable qui change un peu ma vie. Ouais, pas de souci, tout. Envoie à mon agent, machin, sur les réseaux, là, il y a les réseaux qui sont là, Ouais. machin, tatati, tatata. Et il dit, ok, super. Il lit le film, il dit, putain, incroyable et tout, machin. On fait une lecture, et Mehdi, si tu me regardes, frérot, je me rends compte que, en fait, quand il lit le film, il croit qu'il a le personnage principal. En réalité, il a le personnage secondaire, il a le rôle du méchant. Et il dit, ah putain, j'avais pas compris ça. Non. C'est un rôle beaucoup moins important. Quand tu dis il lit le film, pour ceux qui sont pas dans le Il lit le jargon, scénar. J'ai écrit un scénario d'un gars qui est en Vous- galère, c'est- c'est thunes, et qui braque mais qui a tout caché à sa femme. Je me fais un petit clin d'œil de vie ou de mes frayeurs perso, en fait, finalement. Ouais, ouais. Avec le recul, je me dis, en fait, c'est... Voilà, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Et il me dit, ah ouais, ok, d'accord. Il me dit, bah en fait, je peux plus te dire non. Je t'ai dit oui, mais j'aurais préféré le rôle principal, tu vois. Mais ce gars-là, d'une générosité hors norme, pour le coup, maintenant, j'ai rencontré Ouais. beaucoup de gens dans ce métier. Mehdi Sadoun, c'est un immense généreux. Le film s'appelle À Terre, et je fais ce premier court-métrage d'un braquage à Lyon, où je reproduis une scène de braquage dans l'hôtel Maison No. On refait une banque, enfin bref, un truc de fou. Mais je vais vraiment loin, je prends les flingues et tout, je m'amuse, là, je me dis, ouais, c'est Las Vegas. Et on claque tout. C'est combien le budget à peu Même- près pour un Même court-métrage? ce qui me restait sur mon compte, à moi. C'est-à-dire que le film nous coûte 21 000 euros, donc les 16 et les 5. Et en fait, je fais ce film-là et j'ai plus rien du tout, frère. Je me dis, putain, mais... Poulolo. Une fois que le film, en fait, quand tu prépares le film, donc tu sélectionnes tes acteurs, Ouais. Mais attention, Mehdi me prend juste 200 balles pour le film, alors que le gars... alors qu'ils devraient. Non, mais tout le monde est méga généreux. Les Ouais. techniciens disent non, on y croit à fond. Enfin, franchement,
pour le coup, je remercie encore de ça. Ce qui me coûterait vraiment cher, bah, c'est les décors, c'est l'armurier, c'est les costumes, c'est la bouffe parce que tu as 40 personnes. Enfin voilà, et en fait, bah, l'argent part. Franchement, dans un film, l'argent, mais il part. Il court. Ouais, c'est vraiment ça. Ah ouais, puis 21 000 euros, c'est rien du tout. Enfin, je vais te parler après d'autres choses, mais c'est rien du tout. Enfin, pour moi, à l'époque, j'ai l'impression que je suis Spielberg. Hein. Tu finis le film, il Ouais. part au montage. Il part au montage, et puis je vois le film, je dis putain, il est pas mal quand même. Ok. Je suis fier de moi. Tu l'as vu, cette sensation de voir ta ton... Ouais, je joue dedans, je suis à fond dedans. Puis en fait, j'incarne tellement le film parce que c'est vraiment une de mes plus grandes peurs qu'en fait, je joue pas, je suis quoi dans le film. Et c'est la première fois où je me vois bien jouer parce que franchement, j'étais au concert, enfin, dans une école de théâtre. Il y avait des gros talents quand même. À chaque fois, je complexais, je dis putain, ils sont forts, ils sont vraiment forts. Quoi. Ouais, et puis là, pour la première fois, je me sens moi à ma place quand je réalise. Gros plateau, vraiment, on est 40 techniciens sur 5 jours. Il y a des explosifs, enfin vraiment, il y a des trucs, on tire et tout machin. Et c'est assez dingue quand même, tu vois. Et je suis mentoré d'ailleurs par Eric Valette qui sort de Braco. En fait, j'appelle un gars, je dis s'il te plaît, tu peux venir m'aider. Et il me dit ok, bah, je crois au truc. Il a fait Braco le gars, tu vois. Donc voilà. Ouais, banger. On fait le film. Je suis au cinéma. Je l'inscris dans plein de festivals avec l'argent d'ailleurs un peu de ma meuf pour te dire. Et je suis au cinéma, Pathé Bellecour, et je vois une notification. Congratulations, you are nominated to. Enfin bref. Vous avez compris que j'ai un anglais de merde. Vous êtes nominé au Festival indépendant des films courts de Los Angeles. Non. Si. Et je dis, bah, je crois une vanne en fait au départ. Ouais, je vois le truc. Et ouais. je crois que c'est un spam en fait. Mais vraiment, hein, je crois que c'est un spam. Et puis bah, on annonce et tout, puis je reviens le truc. Mais vraiment, c'est une histoire, moi qui m'a marqué, mais parce que c'est la mienne évidemment. Mais je dis ça vraiment pour inspirer les gens qui ont peur d'y croire. Croyez-y. Je prends le téléphone, puis je montre à ma meuf, et je dis à Alice, Alice, regarde. Elle me dit, non, mais t'es nommé à ce festival à Los Angeles. Mais c'est un truc de fou. Je dis, sérieux? Elle me dit, ouais. Je l'avais inscrit dans 100 festivals, quasiment. En 2 semaines, je reçois plein de notifs, et je suis pris quasiment partout dans le monde. Je dis, mais c'est un truc de fou. Ah, j'ai de la chance quand même. Et le grand déclic, c'est un jour, et c'est véridique. Véridique, il y a un gars qui m'appelle. Oui, bonjour, maître. Bon, je tairai son nom, maître 1. Bah, en fait, je vous appelle, voilà, j'aimerais trop gérer vos affaires et tout. Puis bravo pour la liste du CNC. C'est super pour la prénomination au César du meilleur court-métrage. Ce gars, je ne le connais pas. Il m'appelle. Je joue à un 06, tu décroches, tu sais pas. Ouais. Je dis sérieux? Il me dit ouais, machin, vous êtes dedans. Je dis là, c'est une dinguerie là. Et je vais voir sur academiecésar.org et je vois la liste des nommés 2020 du meilleur court-métrage et je vois mon nom Arnaud Mison, numéro 9 ou 7, je crois. Donc je suis quand même dans une shortlist quand même du meilleur court-métrage. Et là, je dis, là, je suis fait pour ça en fait. Là, je vais arrêter de me dire que c'est une blague. Là, je vais en faire un business, quoi. À partir de ce moment-là, je me dis, tiens, la pub, ça peut rapporter. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est de faire de la fiction. Donc, je dis à mon meilleur pote, je te donne des parts d'associés dans ma boîte de prod. On va faire beaucoup de pubs digitales. Grâce à ce court-métrage, on va aller voir des publicitaires. Voilà, des marques qu'on connaît tous. Voilà, qu'on a tous. Et on va leur dire, on peut faire de la pub. Ouais, on a été prénommé au César, Gun, tu vois. Ouais. Avec beaucoup de maladresse. Mais il y en a un qui dit, ah ouais, ok. Puis on fait une première pub. On avait fait cette pub du groupe Pierre Fabre. Donc en fait, on a dit aux gens, regardez, je me rappelle de la plaquette, elle fait 2 pages. Hein. Une fiction, une pub. Mais je vais les voir. Je dis, on avait fait plein d'autres sans montage. Bah, tu connais, frérot, tu connais. Là, t'es obligé de. Voilà, j'ai juste une petite question avant de justement surfer sur ça. C'est ultra intéressant ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, mais on s'en fout. Non, mais un court-métrage, moi, je pensais pas que ça s'était passé comme ça. Tu vois, c'est vraiment un truc de dingue, hein, finalement, comment ça s'est passé pour toi. Mais tu peux nous dire à peu près combien ça rapporte un court-métrage? Zéro. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une vanne. Ah, c'est pas une vanne. C'est-à-dire que si tu arrives à l'équilibre de ton court-métrage, c'est qu'il a bien marché. Ouais, si t'es break-even, c'est un grand... Ou alors, non, pardon. Ou alors, tu mets 5 ans à le faire parce que tu as le CNC en subvention, tu as une région en subvention, tu as un préachat d'une chaîne
en préachat, du coup en coproduction, parce qu'ils cofinancent du coup l'écriture ou voire la prépa. Tu as une deuxième fenêtre de préachat parce que le film est assez incroyable et voilà. Le film tourne, tu récupères des droits d'auteur, peut-être si tu es lié à ta société, donc tu les mets dans ta société. Enfin bref, tu as tout un système. Ça Je arrive. connais personne qui m'a Ouais. dit... Ça arrive rarement. Et après, tu es aux Oscars, donc tu prends un chèque. Comme tu es aux Oscars, tout le monde te veut dans les festivals, donc tu es payé pour venir dans le festival. Et là, je te dis, ah ouais, tu as gagné un petit peu pécule. En réalité, maintenant que j'ai aussi créé ce festival Filmoramax, je peux te garantir que je connais très peu de gens qui m'ont dit putain, j'ai fait une culbute sur le court-métrage. Je crois que j'en connais 4 ou 5. Allez, 4, 5. Non, tu gagnes pas d'argent. Tu gagnes Ok. pas d'argent sur le court. Par contre, tu as une visibilité de dingue. Ouais. visité Ça dingue, te permet d'être connu Ouais, de et fou, faire ouais. du réseau à bloc. Ouais, de fou. Donc, tu dis à ton associé, écoute, il y a la boîte de prod Ouais. pour faire de la Viens, pub. on fait de la pub. Ok. Ça nous rapporte de la trésor, vraiment pour le coup du BFR, hein, pour ceux qui connaissent, voilà, du besoin fonds de trésor de roulement, parce que, bah, en fait, voilà. Et en fait, on commence à faire de la pub. Et en fait, je me rappelle, je me dis, bah, là, on peut sortir un salaire 400, je crois le premier salaire qu'on sort, lui et moi, je crois que c'est 480 € par mois. Et je dis, bah là, on peut avoir pendant un an 480 € par mois. En réalité, quand tu vois les gens, tu as fait un court-métrage prénommé au César, tu l'as vendu dans plein de films, et dans plein de festivals, et dans plein de chaînes, et on est le premier court-métrage vendu à Prime Video. Prime Video nous achète, on vend de partout. Tu as besoin dans ce métier de pas de briller, mais de dire ouais, ça marche pour nous. Parce qu'il faut être séduisant quand même. Tu vois, ah ouais, ces gars-là commencent à marcher. En réalité, à ce moment-là, c'est dur de payer le loyer. Je touche 500 balles par mois. Heureusement que ma femme bosse. Mais les gens ne le savent pas. Tu peux pas le dire. Ils voient l'envers du décor du film En fait, qui a été nommé. quand je vais voir des pubs, quand je vais voir des choses, tu peux pas dire ça. Tu Ouais, peux dire ouais, ça commence à rouler. Évidemment, c'est du marketing. ouais. Je l'ai fait avant, c'est pour ça que je l'ai dit en préambule. Là, on est vraiment dans le côté non, ça fonctionne, c'est en train de marcher. Mais évidemment, tu mets deux restaurants côte à côte, un plein et un vide, la même carte, les mêmes serveurs, les gens vont dans le plein. Ouais, c'est cohérent. Parce qu'ils sont rassurés Mhm. de se dire ah ouais, ça doit être pas mal du coup. Tu sais que j'ai écouté une conférence de Oussama Ammar, tu connais? Bien sûr. Oussama, il disait qu'un gars l'avait appelé à Paris et tout le monde allait dans le restaurant pour le gars. Tu vois, vraiment pour le gars, il était plein à craquer, des grandes rostas, etc., etc. Et disait un jour, le mec, il se dit putain, le resto est plein, les gars, j'ouvre une cave en face. Un petit club un peu plus branché, etc., où les gens peuvent faire des afters après le restaurant, etc. En fait, il s'est rendu compte que quand il allait dans le club, tout le monde était dans le club. Et quand il allait justement dans le bar, tout le monde était dans le bar. Et les gens peu ça. allaient uniquement Pour lui. là où il y avait la foule et là où il était, quoi. Bah, en fait, moi, je comprends ça. Mais ça, en fait, c'est un phénomène très sociétal. En fait, ça va même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que on le voit maintenant avec les influenceurs, on voit les choses. En fait, les gens sont rassurés d'être dans la masse, en fait, au final. Et ce qui est assez paradoxal dans cette société où les gens veulent être différents, mais être rassurés, en fait, finalement, d'avoir les mêmes goûts. Tu vois. La preuve, c'est qu'il y a plein de excuse-moi, pardon. Ouais, vas-y. La preuve, c'est qu'il y a plein de problèmes et je pense d'incompréhension dans cette société, dû aux réseaux sociaux, par exemple, parce que ma vérité n'est pas la tienne. Ce que je vois avec mon feed n'est pas ce que tu vois. Donc, du coup, quand on discute d'un même sujet, on n'a pas le même point de vue. Ouais, on appelle. Et au final, j'ai fait aussi du cinéma pour me dire, tiens, on va réunir tout le monde dans une seule et même salle. Tu vois, c'était aussi ça, parce que j'aime trop l'humain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, donc c'est pour ça qu'avec mon pote, on a dit, on va briller, on va dire, ouais, c'est super. En fait, on était fauchés. Ouais. Mais ça a commencé à marcher. Et je finis peut-être là-dessus, parce qu'après, on a fait des courts-métrages avec Anna Girardot, avec plein de gens, mais avec Joe Star notamment. Mais le vrai virage qu'il y a dans ma carrière, il arrive à ce moment-là. Donc tout ça, ça a été le parti émergé de l'iceberg. Émergente, c'est j'envoie ce court-métrage à Héloïse Martin, qui joue dans Tamara, un film qui a beaucoup fonctionné. Et parce que je la rencontre au Pâté quand je nettoie les salles. Elle vient, c'est une star. Moi, je suis ce qui est marrant, c'est que c'est mon associé maintenant sur une société, alors que je l'ai rencontrée, je balayais les salles, Popcorn. Moi, en mode fan, elle vient avec Ryan Bensetti présenter un film qui s'appelle Tamara. Et je la vois, je dis, hey, trop cool et tout. Voilà. Et je cache un peu mon logo Pâté, tu vois, parce que j'ai mon polo Pâté, je nettoie les salles. Et j'ai un talkie-walkie dans la poche. Et il y a le directeur qui me fait comme ça au loin, je me rappelle toujours, il s'appelle Fabien. Il me fait comme ça. Il me dit, non, nettoie les salles, il me dit.
Et elle me regarde. Je te jure que c'est vrai, elle s'en souvient. Elle est là. Et je dis, tranquille. Elle me dit, c'est qui et tout. Je dis, non, il travaille ici. Bref, on se connaît. Et je dis, je peux avoir tes coordonnées rapides et tout. Je t'ai créé, j'ai un projet. Elle me dit, ouais, ok. Tu sais, elle me voit un peu comme un fan et tout. Elle se dit, mais c'est qui ce gars? Et elle me les donne quand même, tu vois. À cette époque, tu avais déjà fait le premier court-métrage. Ouais, mais tu vois, il y avait un truc un peu chelou. Tu vois. Il y avait un truc un peu chelou, tout ça. Et non, j'avais pas fait le court-métrage. Mais je vais t'expliquer pourquoi il y a un suite. Je l'avais rencontré quand je balayais les. J'avais pas fait le court-métrage. J'avais rencontré quand je balayais les salles. Je fais mon court-métrage, blablabla. Et là, j'avais toujours ses coordonnées. Et j'avais fait mon premier cours à terre qui avait éclaté. Et je vais au Japon parce que j'ai besoin d'écrire avec ma meuf et on part, super voyage. Je pars sans téléphone portable, sans rien, je vais au Japon, sans rien, avec un carnet. Dans le train, je vois une embrouille entre deux Japonais incroyables pour une place, voilà, pour une place pour s'asseoir. L'un croit que c'est sa place, l'autre croit également que c'est sa place. Bref, ils s'embrouillent. Et en fait, le gars qui n'est pas à sa place, il est trop fier en mode comme ça, alors que c'est pas trop la culture asiatique. Il y a une petite secousse qui est assez rare quand même dans le train japonais, qui lui tombe la valise sur la tête et lui fracasse la tête, frère. Et je me dis, putain, c'est marrant, ça me donne une idée. Je me dis, ça serait marrant qu'il y ait un accident, mais la personne n'est pas responsable avec ça. Et j'écris une histoire sur une auto-école d'un gars qui est examinateur du permis de conduire et qui fait un accident en sortant de l'auto-école avec une fille qui passe le permis pour la dernière fois. 17 minutes de film. Et là, moi, je suis fan d'un mec qui s'appelle Gérard Darmon. Et je me dis, tu sais quoi, il n'y a rien qui... Rien ne m'a résisté, sans dire que, attention, hein, à mon petit niveau, rien ne m'a résisté, dans le sens où... Le culot. En fait, dans le sens où à chaque fois, j'ai dit, vas-y, je vais y arriver, ça va. Je sais pas si c'est la chance, la bonne étoile, la résilience, parce que c'est dur. Parce que, le culot, c'est un mélange de parce tout, que je pense. je te laisse tous les gens, les rageux, les machins, attention. Hein. Mais je les embrasse d'ailleurs, parce que j'ai pas de haine. Ouais, en fait, au final, mais merci aux gens qui m'ont dit non. En fait, merci aux gens qui m'ont dit non. Ouais, bien sûr. En réalité, merci. Et j'ai pas de haine en plus, je suis pas du tout rancunier, tout va bien, la vie est très belle. Mais merci parce que ça m'a nourri en fait de ah ouais, je peux pas le faire. Ouais, je vais le faire. Je vais te montrer. Je vais te montrer que je peux le faire, tu vois. Ouais. J'écris un court-métrage et là, gars, pareil, je me vois comme ça, je sais pas ce qui se passe, j'appelle Héloïse Martin. Ouais, salut Héloïse, j'ai écrit un court-métrage pour toi, pour que tu joues une fille qui passe le permis de conduire. Est-ce que tu veux le faire? Bah envoie-moi ça, je vais voir, je vais en parler à mes agents. C'est qui? Elle me dit c'est Alexandra Chamis, mon agent. Je tape Alexandra Chamis sur Google. Je vois qu'elle a inspiré la série 10%. Je vois qu'elle a un artiste, Monica Bellucci, Christian Clavier, Jean Reno. Je dis, ouais, d'accord. Et Gérard Darmon. Je dis, putain, là, Gérard Darmon. Et là, je dis, oui, je la rappelle, je dis, je suis désolé, mais j'ai écrit ce film pour Gérard Darmon. J'ai pas les cojones de lui demander, parce que c'est quand même Gérard Darmon, un court-métrage. C'est énorme. Moi, ce mec-là, je trouve. C'est celui qui a fait aussi LOL, il y a pas longtemps. Énorme, ce mec. Énorme. Et du coup, je dis, bah, j'aimerais bien qu'il joue dans le film. Ah, elle me dit, ah, c'est Gérard Darmon, comme il a fait Astérix, il a fait... Ouais, c'est nul, enfin, c'est mythique. Il a commencé un... dans Rabbi Jacob quand même. Ouais, c'est un goat. Avec Louis de Funès. Ouais. Elle me dit, bah envoie-le, de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Je dis, ouais, j'ai rien à perdre. J'envoie à son agent. Et c'est pareil, putain, je vous jure, je sais pas si j'ai le cul bordé de nouilles. Je suis désolé, mais je suis chanceux. J'ai une chance, je connais ma chance. Hein, je connais ma chance. Ouais, mais elle se provoque. Elle se provoque à fond. Elle se provoque à mort parce que j'ai jamais dit. Ouais. Mais véridique. On va en vacances avec ma meuf. On est en vacances et le mec il est vacancier en fait. Comment ça s'appelle cette pas Gros-du-Roi à côté, Port-Camargue. Ok. Port-Camargue, un petit truc. Voilà, on a un 16 mètres carrés à Port-Camargue dans un immeuble. Voilà, bref. Mais bon, on était ravis, c'était super. Et je l'envoie à son agent et j'envoie à terre mon court métrage pour dire voilà Madame Chamis, si je fais un court métrage avec Gérard Darmon, c'est pas casquette. Il a joué dans des films monstrueux, Le Cœur des Hommes, enfin bref, peu importe, il a fait des films incroyables. Il a fait Astérix, évidemment, Mission Cléopâtre. Mais je vous jure que ça va être un film super. Pas de réponse pendant une semaine. Et je vois 3 appels en absence de quelqu'un. Je rappelle. Oui, allô, c'est qui? C'est Alexandra Chamis. Bonjour, vous avez envoyé un scénario pour Monsieur Darmon. C'est Arnaud Mison? Je dis oui. Bon, c'est super à terre. Elle me dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un court-métrage de cette qualité-là. Et la comédie, elle est vraiment bien. Je pense que Gérard va le faire. Non. Je dis, vous êtes sérieux? Je te jure, je suis au volant. Je me liquéfie là. Je suis au volant, arrêté sur une aire d'autoroute, attention. Ok, super.
Je raccroche et tout, genre, j'appelle Louise, je dis putain, elle a dit ouais, elle me dit ouais, putain, il a dit oui et tout, machin, etc. Et on s'en va, plus de batterie. Attends, et écoute cette action qui est monstrueuse. Enfin, pour moi, encore une Je fois. me régale. Écoutez ce qu'il dit, c'est une dinguerie. Je vois 2 messages vocaux une fois que je rebranche mon téléphone. Ouais. Mais pour moi, généralement, il a dit oui, tu vois. Donc je fais mon plan de travail, j'appelle le premier instant, je mets le truc. Puis je vois puis ma meuf, elle dit ah, coupe un peu. Puis j'écoute pas ces messages vocaux. Je fais ma life et tout. 4 jours plus tard, je dis bah, je vais peut-être les écouter quand même, tu vois. Oui, bonjour Arnaud, c'est Alexandre Chamis. Écoutez, je me suis un peu avancé, Gérard peut pas le faire. Il a un tournage, ça va être trop compliqué, laissez tomber. Mais bon, c'était bien écrit la prochaine fois. Bref. Voilà, enfin, je veux dire, c'est impossible dans le sens où en fait, il aurait que un jour et une demi-journée de disponible. Donc, je m'imagine bien que c'est impossible. Donc, voilà, j'écoute le deuxième message vocal, 4 heures plus tard. Bon, Arnaud, vous m'avez pas répondu. Je pense que voilà, on entérine les choses. Merci d'avoir pensé à lui. Au revoir. Ah. Et en fait, là, je prends un ascenseur émotionnel où en fait, j'ai envie de chialer. Je me dis, putain, mais je suis dégoûté. Je suis défait, en fait. Du coup, moi, la question que j'ai à ce moment-là, est-ce que c'est beaucoup d'entrepreneurs qui ont justement une action ou une émotion auparavant qui a un impact sur certaines actions qu'ils font maintenant, typiquement d'avoir raté cet appel. Ouais. Est-ce que pour toi, ça a eu un impact maintenant sur quand tu as un appel, etc., etc. Bien sûr. Ah ouais. En tout cas, bah, je raconte l'histoire et je réponds à la question après. Et je vois ça et je me dis, mais en fait, franchement, je suis triste. En fait, je suis méga triste. Je suis méga triste. Et en fait, je la rappelle. Et je me dis, tu sais quoi, Nono? Parce que je m'appelle Nono, à moi-même. Et je me dis, gars, en fait, t'as rien à perdre. En vérité, tu vas le faire au bluff. Tu vas lui dire l'inverse, en fait. Tu vas dire que tout est prêt, qu'en fait, t'avais pas prévu plus d'un jour et demi, sachant que, gars, le film fait 18 minutes, un jour et demi pour rentrer toutes les scènes de Darmon, je te jure. C'est impossible. Mon premier instant, il m'a dit, gars, en fait, c'est impossible. Il me dit, c'est impossible. C'est impossible. En plus, il me dit, s'il Tu tournais où? J'ai tourné à Lisieux, région lyonnaise. région lyonnaise, dans une société qui s'appelle, d'ailleurs, je lui fais un bis. Franchement, c'est une femme qui m'a énormément aidé, encore une fois. En fait, beaucoup de gens m'ont aidé. Imaginescence, j'ai tourné chez elle, j'ai tourné à la vallée d'Azergues, j'ai tourné à Lyon, j'ai tourné à Limonest. Plusieurs spots, mais tout en région lyonnaise. Tout en région lyonnaise. Okay, on avait au total 4 jours de tournage et vraiment, on avait 36 heures pour faire entrer toutes les séquences de Gérard Darmon. Je l'appelle. Donc, comme je sais qu'elle m'a dit ça, je me prépare un putain d'argumentaire. J'ai dit bonjour, vous m'avez laissé un message vocal, mais j'arrive pas à les écouter. Gros bluff, c'est le plus gros agent. En vérité, maintenant, quand je prends du recul, je me dis, bah, soit elle s'est dit, il est très con, soit c'est un menteur. Enfin, tu vois. Et j'ai dit, j'arrive pas à les écouter. C'était quoi le sujet? Elle me dit, je suis vraiment désolé parce que c'est quand même Gérard Darmon. Elle me dit, j'imagine que si je vous dis que c'est pas possible, ça vous met un peu dans la panade, ça vous rend un peu triste là-dessus, Arnaud. Je dis, bah oui, mais j'ai tout prévu. Enfin, je veux dire, c'est qu'un seul jour et demi pour rentrer toutes ces séquences et tout. Non. Elle me dit, ah. Elle me dit, c'est un peu différent parce que justement, ce que je vous dis dans vos messages, c'est qu'en fait, elle peut venir à Lyon qu'un seul jour et demi. Quel parfait, sniper. c'est largement raté, quoi. Ok, bon, bougez pas, je vous rappelle en 30 minutes. T'es un grand malade. Elle me dit, bon, bah c'est tout, bon, on le fait. Et elle me dit, franchement, je vous le dis, j'ai beaucoup aimé vos échanges et tout. Il va le faire gratuitement, Gérard Darmon. Non. Je te jure que c'est vrai. Donc je dis, en fait, j'ai des conditions de malade. Donc je prends des techniciens en plus pour visser le fait que pour un jour et demi, c'est OK, quoi. Et je paye des techniciens en disant, les gars, je vous paye juste pour un truc. Faites en sorte. Vous vissez tout, les décors, ils sont prêts après, tout. Et le gars vient. Elle me dit, venez, évidemment, j'ai dit que j'habitais à Paris. Alors que pas du tout. Elle me dit, vous pouvez être là. Je jure que c'est vrai. Vous pouvez être là dans. Donc on avait tout fini, j'étais rentré de vacances et tout machin. Vous pouvez être là dans 4-5 heures. Vous êtes dans quel quartier? Moi, j'étais dans le 8e arrondissement de Lyon. Je dis, je suis dans le 8e. Le 8e à je suis dans le 10. Vous pouvez venir dans 4 heures? Bien sûr. Allez, je vais à la gare Pardieu, je prends le premier train, j'y vais. Scénario imprimé à, je sais pas si on peut dire des marques ici, à Copytop, Guillotière. Je l'imprime. Ensuite, je prends ligne B Pardieu. J'y vais. Je prends le train, j'y vais. Scénario qui était imprimé. Je prends aucune affaire, même si je dors sur Paname le soir, peu importe, pour dire que je suis bien sûr que je suis à Paris. Fallait que tu sois à l'heure, tu t'en foutais. Voilà. Donc je prends rien comme si en fait j'étais sorti de chez moi à Paris. En réalité, j'ai dormi dans un Formule 1 derrière où je me suis habillé pareil le lendemain, je me suis pas brossé les dents.
Et là, débarque Gérard Darmon. Ça t'a fait quoi? Frère, mon cœur, il battait. Bonjour. Et moi, je fais bonjour. Bonjour. Et il me dit, bon, on va travailler ensemble, on va parler du personnage et tout. Et en fait, ce mec-là m'a fait le plus grand... Franchement, ce gars-là m'a fait le plus... En fait, j'ai pas de mots pour décrire Gérard Darmon tellement qu'il a changé ma vie. Il m'a fait le plus gros cadeau de ma life. Il m'a dit, gars, si on est ensemble à la même table... Je me rappelle de cette phrase qui paraît anodine, mais en fait... En plus, il a une manière de parler il parle très inspirant quand même. Il me dit, si on doit manger ensemble à cette table, c'est qu'on doit partager un repas. Wow. Et je me dis, ouais, il est trop philosophique pour moi. Et en fait, je comprends que ce gars-là, il est dans la transmission, en fait. En fait, ce gars-là, il a le rien partage. il a rien à prouver. Il est dans le partage. Et il me dit, en fait, si t'es là, c'est qu'il y a une raison, en fait. Si t'es en face de moi là, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, il me fait le plus gros cadeau de transmission, de pédagogie, de générosité. Il me dit, je vais le faire gratuitement, j'adore Lyon, je vais venir un jour et demi, c'est ça qui a été dealé. Puis, oh, Pierre, je viendrai 2 jours. Putain, je me dis, pète sa mère, je gratte une demi-journée. Et il vient à Lyon. Et il vient tourner ce film-là. Bonjour à tout le monde. À l'heure, à 6h du matin, en bas de l'hôtel. On l'a logé à Villa Maya. Sauf qu'avant, là, je suis le petit côté entrepreneur, comme j'avais Gérard Darmon, comme j'avais fait à terre, j'avais fait des dossiers CNC, j'avais fait des dossiers d'achat auprès d'OCS. Et c'est pour la première fois de ma vie où je suis allé tourner mon court-métrage, où j'avais déjà le fric pour tout le financer. Tu sais, je t'avais dit, il y a 2 manières de financer. Mentalement, ouais, comme tu disais au début. Mais mentalement, t'étais un peu plus souple. Ouais. J'étais hyper royal, quoi. J'étais en mode tranquille. On fait un film. Et puis Rebolote, prix Nomo César, ouverture à l'Alpe d'Huez, pris dans plein de festivals. Et en fait, on adapte ce court-métrage en ce moment en long-métrage pour lui. Au moment où je te parle là, tu vois. Donc, incroyable. Donc la vie, après, s'est enchaîné un 3e court-métrage avec Joey Star, un 4e avec Anna Girardot qui est en ce moment sur TF1. Mais en réalité, je crois que j'ai toujours cru en ma chance, en fait. Donc quand tu m'as posé la question au départ, raconte-nous à un moment donné, qu'est-ce qui a changé les choses. Non, mais je crois que j'ai toujours cru en ma chance. En fait, je me suis toujours dit, il y a tellement des gens inspirants dans ce monde pour moi, tellement des gens qui ont réussi, vraiment, tu vois, que je me dis, pourquoi pas moi, en fait? En fait, pourquoi pas moi? C'est complètement dingue. Tu fais une transition de... Ouais. C'est ton métier. Tu fais une transition de malade mental. On est toujours avec Michel. On écoute Michel, ça va, tu es toujours là? Tiens, j'ai une question. Si tu pouvais me citer une personne qui t'a vraiment inspiré et qui Trop de noms qui me viennent. Dans quel domaine? Dans tout? Peu importe, une personne vraiment qui, à chaque fois que tu la rencontres, ça te fait vraiment quelque chose, ou que tu l'écoutes parler, ça te fait vraiment quelque chose. Dans le milieu du film, dans le milieu entrepreneurial. En vérité, il y a quand même ma femme qui a une qualité, elle a une capacité d'analyse. Franchement, c'est puissant. Elle est dans le même milieu? Pas du tout. Mais en fait, elle a une capacité d'analyse qui est... je sais pas comment dire. Donc, je vais parler aussi de mon frère, qui est très, très inspirant. Plus jeune que toi, le frangin. Plus âgé, mais Plus âgé. Gros échec scolaire. Il a arrêté l'école très tôt. Il s'en sort très bien. Il parle plusieurs langues. Il s'est remis au tennis. Ça m'a beaucoup inspiré, vraiment. Ces 2 personnes-là, ouais, vraiment. Ça m'a beaucoup inspiré. Enfin, il m'inspire beaucoup au quotidien. Mon père aussi m'a beaucoup inspiré, mes parents de manière globale, mais mon père dans la manière d'entreprendre. Et après, 2-3 personnes, Jacques Gaillard, un entrepreneur qui a réussi énormément, justement c'est pour lui que je travaille en Chine. Et après, c'est vrai que Gérard Darmon beaucoup, en final, plein de gens. Je dirais pas que j'ai un mentor ou quelque chose, un parcours que quelqu'un m'a dicté. Je dirais que c'est plein de... Mais au final, même, tu vois, mon associé, mon meilleur pote, mes filles, en fait, je crois que l'inspiration naît de l'écoute. C'est un truc de dingue ce que tu dis. Parce que justement, c'est le sujet. Bah non, mais c'est complètement dingue. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai 3... Et là, il va se suivre 3 questions pièges. Dans le sens où chacune des personnes qui vient a la même réponse. Ok. Pourquoi chacune des personnes vient à la même réponse? Parce que quand tu écoutes le début du podcast et quand tu arrives à cette suite de questions, tu comprends qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous lie, et c'est la raison pour laquelle tu es là aussi, c'est l'humain. Bien sûr.
C'est parce que tu pars du principe que tu as accepté un podcast avec un gars qui s'appelle Alexis en face de toi, que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, qu'on t'a présenté suite à un échange WhatsApp, on s'est fait 3-4 audios, t'as kiffé, et puis t'es là finalement. Parce que c'est Et l'humain. pour la thune, parce qu'on est quand même payé 50 000 balles et en Quel- drogue. Donc je suis venu aussi pour d'autres raisons. Faut que les gens le sachent. Tiens, t'es payé Il faut en que les gens le Haribo. sachent quand même. Regardez-moi ça. Je casse le décor. Allez. Ouais, c'est bon, c'est le kiff. Mais ouais, Bien sûr. c'est parce que c'est l'humain. Et c'est ce qui est hyper intéressant. J'ai un petit jeu. Je vais commencer les phrases, Arnaud, et tu vas devoir les finir avec un seul mot. Go. Ok? La vie, c'est... Une fête. Les gens sont... Humain. Ok. Et je suis... Je suis. Je suis. Je suis... Je suis. Ah, enfoiré. Je suis... Bah, tu mets... tu finis. Ah, Je moi, je suis suis... Ouais. un rêveur. Magnifique. En vérité, c'est un rêveur. Magnifique. Bah, c'est parfait ce que tu viens de me Je dire. dis humain les gens parce que je pense que c'est un peu compliqué de passer à côté de l'actualité. Qu'est-ce qu'on est con. Frérot, qu'est-ce qu'on est bête. La vie, elle est belle, hein, en fait. Tu travailles toi en plus dans un milieu qui permet mine de rien de s'évader, qui permet quand même pour l'humain, hein, c'est fort le milieu dans lequel tu travailles parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de côté leur vie perso quand ils arrivent devant un film au cinéma. C'est ce qu'on disait avec mes parents la dernière fois, quand tu vas dans une salle de cinéma, C'est un voyage. ouais c'est ça. C'est un voyage émotionnel. En vérité, c'est... Et puis, c'est assez marrant, on n'a pas le temps de le développer, mais je vous assure que du coup, pour m'être renseigné de manière assez approfondie, c'est l'un des seuls arts, le cinéma, le 7e art. C'est le seul d'ailleurs. Le seul art où scientifiquement, tu ne fais pas de différence, comme je le disais, entre le réel et l'irréel. C'est-à-dire que le temps d'un instant, quand tu es capté dans l'histoire, vraiment, le temps d'un instant, même si c'est à cet instant, tu es capté sur tout le film d'1h30 ou 20 minutes parce qu'après le film il t'a saoulé, ou peu importe. Hein. Le temps d'un instant, peu importe cet instant, à un moment donné, tu crois que c'est vrai. C'est incroyable ce truc. C'est hyper intéressant. Je vais te donner un de mes films préférés. Et alors, j'ai pas une culture film et Tant mieux, artistique tant qui mieux. n'est Mais tu vois, pas... justement, ça en fait. Mais tant mieux en fait. Tant mieux en fait, parce que le cinéma, pour moi, n'est pas réservé à l'élite. Il faut couper ça. Ouais. Le cinéma, c'est populaire. Ouais, c'est sûr. Mais bien, tu vois, je pense que le cinéma, la cinémathérapie, ça existe, hein, comme la musicothérapie, mais à un moment donné, le cinéma, ça fait du bien. Hein. Les gens n'arrivent plus à être... en fait, on est tellement dans une société où il faut être riche, beau, sans faille. Personne n'a de casserole, évidemment. Personne n'a rien fait de mal. Tout le monde est droit dans ses bottes. Tout le monde se regarde dans le miroir. Je suis génial. Je ne comprends pas cet humain qui a passé au feu rouge. N'importe quoi, je klaxonne. En vérité, il y a un dicton japonais qui dit « Ne jette pas une pierre quand tu as une maison de verre ». Et ce dicton-là, quand tu l'as capté, quand tu regardes ton prochain, tu te dis en fait, tu sais, c'est pas moi, hein, je vais pas parler de religion, mais pardonne ces humains parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, à un moment donné, je crois qu'il faut être un peu plus indulgent dans cette vie, quoi. Ouais. Franchement, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça va, quoi. Tu vois ce que je veux dire, un peu, on va dépressurer tout le monde. Les génies, le temps des Lumières, il est passé. Là, il y en a 4-5 qui existent, voilà, qui sont des gens qui inspirent le monde entier. Je crois que c'est le moment de se réunir autour d'une table, d'ouvrir une bonne bouteille et de se dire qu'on s'aime, quoi. Enfin, franchement, ça va, quoi. Tu vois, C'est vrai, je suis clairement d'accord avec à un toi. moment donné, on ne sera pas les plus riches, pas les plus intelligents. Il faut redescendre, quoi. Pour revenir justement sur ce film qui m'a, moi, beaucoup inspiré, c'est Banlieue 13. Ah, ok, purée, ok. Banlieue 13, c'est pas un film qui est tout récent. Tout jeune. Ouais. Mais tu n'étais pas né, dis donc. 2001, moi je suis donc c'est sorti 13, quand après Yamakasi, 80. Tu l'as vu, tu l'as pas vu au cinéma. Non, ah mais non. Tu l'as pas vu au cinéma. Après, il y a eu Banlieue 13 Ultimatum. Ouais, faut pas le faire. Ouais. Mais bon, le 13, ouais. Ah ouais, d'accord. Pourquoi Ouais. il t'a marqué? Tout quoi, la bande de potes. Je sais pas, ouais, l'adrénaline qu'il y a, que tu ressens dans le film en fait. Tu l'as vu Athéna de Romain Gabras? Non.
Ah bah, il faut que tu regardes un petit peu. Hein, parce que Athéna. ouais, les préquels un petit peu de Banlieue 13, toute l'inspiration, bah, après, de tout EuropaCorp. Et je sais plus qui c'est qui a réalisé, qui a produit ce film. Je crois que c'est Luc Besson, je crois, qui produit Banlieue 13. Je suis fou en disant ça, je crois. Pas du tout. Là, tu pourrais mettre un gros 1-1. Mais je suis plus trop ce qui bon, bref. Mais je sais pas, c'est. Ah ouais, ça t'a marqué, ouais. Il y a un truc parce que je l'ai regardé avec mon papa la première fois, tu vois. Tu vois, ça, c'est ça, en fait. Ça, tu viens de mettre le mot. Ça, tu viens de mettre le mot sur ce qu'est le cinéma. On a tous un souvenir de film. Moi, je me souviens, hein, franchement, hein, je me souviens d'un film qui s'appelait Rush Hour avec Jackie Chan et Chris Tucker que j'ai vu avec ma mère. Je crois que c'est l'un des moments où j'avais, je sais plus, j'ai 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ouais. C'est un moment où je me rappelle encore, et on en reparle encore avec ma mère. Et tu sais, dans les relations, tu te souviens, t'as Rush Hour, on s'était marré. C'est ça. C'est des moments, tu vois. Ouais. Et là, il repasse, parce qu'il le repasse hein, régulièrement, Banlieue 13. Tu sais, je crois qu'en fait, ce film aussi t'a marqué parce que c'est un moment que t'as vécu avec ton papa. Je crois qu'en fait, t'as vécu un moment avec ton père et du coup, tu partages. Tu vois. Je crois que le cinéma, c'est ça. Hein. Moi, je trouve ça dingue et c'est un milieu qui m'intéresse tellement. J'ai rencontré, pour finir un peu le podcast sur ça. DiCaprio, super sympa. Non, il est con, lui. Non, on était tu sais, au Justin, Hôtel Dieu. On boit un verre, etc. Il y a 2 filles qui arrivent. On discute, nana, avec les nanas, etc. Tranquille, on est là, on discute avec la nana, nanani. Elle me dit, je suis actrice. J'en mets. Je dis, tu connais. À notre âge, tu me dis, je suis actrice. Nous, t'imagines des trucs de ouf, direct. Je suis actrice sur OnlyFans. Non, mais tu vois. C'est pas bien ce que je viens de dire, mais ça me faisait rire. Ouais. Elle me dit, je suis actrice. Mais tu sais, le film, c'est ce que tu disais. T'as très peu de personnes de ton entourage qui sont dans le milieu. Ah oui, bien sûr. Tu sais, à Rouen, nous, par exemple, ils ont tourné quelques films, quelques courts-métrages sur le rugby, etc. Tu sais, moi, je suis de Rouen, dans le 42. J'ai fait la pub pour Réveillon. Ah bah ouais, Réveillon chocolat. Ouais. Ah, et chocolat, les gars, on était là, dans la boutique. Et elle me dit, je fais un si grand soleil. J'en mets. La jeune, elle est Lyon, elle est à l'EM, etc. à Lyon. Et on discute, je dis, mais ça se passe comment? Elle a le rôle de l'infirmière. C'est la petite jeune, la blonde infirmière. Okay. Je te retrouvais. Elle s'appelle Amy, je crois, ou Emma. Ok. Bref, on discute et elle me dit, ouais, donc j'ai fait ça, je peux te mettre en contact et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que les bacs de ce milieu-là, c'était genre du partage. C'était genre, tiens, tu veux ce contact-là, bah, je te le file, etc. Tu vois. Ouais, en fait, en réalité, c'est un milieu qui est merveilleux. Après, moi, la chance que j'ai d'avoir créé Filmoramax, donc le festival international du court-métrage ici à Lyon, et la boîte de prod, c'est qu'il y a quand même une notion entrepreneuriale. C'est ça que je voulais, quand même, une notion de société, tu vois, structure. De structure. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce métier-là, il y a vraiment c'est le grand partage. Enfin, vraiment, il y a quelque chose. Alors, évidemment, le cinéma est souvent décrié dans la presse, mais en réalité, il y a quand même il y a beaucoup de gens. Enfin, il y a des amitiés il y a des rencontres que tu fais dans le cinéma. J'ose avoir la prétention pour ça, mais je crois que tu rencontres nulle part ailleurs. J'ai une question. Quelle est la personne on finira juste sur 2 dernières questions. Quelle est la personne qui, pour toi, si tu réussis à l'avoir dans un de tes films, ce qu'on te souhaite, tu te dirais, putain, wow. Tu vois, genre, c'est comme avoir un... Je te schématise ça avec le foot, mais avoir un Kylian Mbappé dans son équipe. Tu sais, quand t'es président, tu te dis, j'ai Kiki. Oh, Kiki. Kiki. D'ailleurs, tu mets Kiki sur le portable. Il appelle. Tu mets pas Kylian pour montrer. Et souvent, ton portable, tu le mets là pour que quand ça appelle, c'est Kiki. Les gens disent, il appelle Kiki. Il a vraiment appelé Kiki. Donc, il y a une relation qui s'est installée entre les deux. Ah ouais, d'accord. Et toi, t'aimerais vraiment avoir qui? Où tu te dis, putain, ouais, là, wow. Vaste question. J'ai tellement d'acteurs et d'actrices qui me passionnent. US, français? Ah bah, le goal... Moi, mon plan de carrière, c'est de faire un film en France, d'essayer de bien le promouvoir en distrib aux États-Unis, d'aller voir une quinzaine de maisons de production. Parce que ce qui est assez intéressant, ce qui est dingue, je le dis rapidement, mais c'est peut-être une anecdote la plus dingue de ce podcast, c'est que quand je fais À terre le braquage, je fais le festival Holy Short aux États-Unis. Si tu gagnes, t'es pris aux Oscars, etc. Je fais ce film et on me dit tes frais sont remboursés si tu gagnes. En vérité, c'est à Los Angeles, mais ça reste proche du Kodak Theater, 1200 personnes, cinéma mythique. Hein.
Ok. Cinéma mythique. Hein. C'est le seul cinéma qui est dans GTA. Enfin, c'est un cinéma. On me dit, le président, c'est les frères Russo. Ils ont fait des films. Par exemple, ils ont fait un film qui s'appelle Avengers. Oh. Tu vois, petit film. Ouais. Et je dis, waouh. Ah ouais, d'accord. Bon, le jury est dingue. Et c'est les frères Russo qui sont jury. Donc, ils ont fait, tu verras, hein, frères Russo, ils ont fait notamment Avengers Infinity War. Enfin, bref. Ouais. Et le festival passe. Je gagne pas. Donc, je suis pas pris aux Oscars, rien du tout. Bon, je suis quand même content. Enfin, je veux dire, voilà. C'était ouf, l'expérience. Ouais, l'expérience. Enfin, je l'ai vécu du coup de Lyon, mais on m'a envoyé un mail. Bon, voilà, vous n'avez pas été pris. Voilà, vous n'avez pas gagné. Vous avez fini tel rang. Il fallait finir dans tel rang pour être dans les préqualifs des Oscars. Puis après, il faut être dans des listes aux Oscars. Enfin, c'est tout un schmilblick. Hein. Bon, ok, pas de souci. Et un jour, je suis chez mon deuxième associé, donc Baptiste, qui est mon associé sur le festival du film. Et on me dit, on parle en anglais. Yeah, no, I saw Down. Donc je l'avais appelé Down, le film À Terre, je l'avais appelé Down, parce que ça faisait un écho sur Down quand t'es en Down et en même temps c'est à terre. Enfin, tu vois, jeu de mots un peu pourri, mais bon, bref. Et super, est-ce qu'on peut se faire un visio la semaine prochaine? Je suis productrice et tout. Machin. Ok, je comprends pas trop. À l'époque, je parle encore moins bien anglais que maintenant, mais bon, je m'y suis. Je fais mes CPF en anglais. Et on fait une visio. On fait une visio. Et elle m'appelle et tout machin. Elle me dit oui parce que... Mais c'est véridique. Donc, oui, parce que voilà, donc je suis productrice avec Orlando Bloom. Il a adoré le film, le court-métrage. Et c'est vrai que si vous l'adaptez, on pourrait peut-être se dire voilà, qu'Orlando pourra jouer votre rôle. Je sais pas ce que vous en pensez. Quels sont vos... Et je dis attendez. Attendez, je dis, parce que là, ça devient un peu sérieux. Là, le bise. Orlando Bloom. Pierre des Caraïbes, je lui dis. Je savais pas, ouais, ok. Orlando Bloom. D'accord. Bon, ça s'est jamais fait. Hein. Et on parle pendant 10 minutes de cinéma. Mais punition, parce que j'ai un très mauvais anglais à l'époque. Même si j'avais travaillé en Chine, en fait, j'avais tout perdu. Donc punition quand même. Punition, parce que là, dans ma tête, je me dis, espèce de con, purée, si t'avais un peu plus bossé ton anglais. T'as eu la même sensation que quand tu étais sur l'aire d'autoroute et qu'elle t'a dit que c'était out avec Gérard, ou pas la même sensation? C'était un peu similaire? Si, la question est intéressante, parce qu'en vérité, maintenant, je regarde tous les films en anglais, je me perfectionne en anglais. Parce qu'en fait, cette punition-là, je veux plus la retrouver. Et c'est comme le coup de fil que t'as raté. Excellent. Je veux plus jamais retrouver cette punition-là. Excellent. Je veux plus jamais la retrouver parce que c'était punitif, quoi. Bon, enfin bref, voilà. Donc, je sais plus pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit mais en tout cas, c'est ce coup de fil m'a dit les States, c'est pas impossible. Donc, je retrouve mon cours de la question. Avec qui j'aimerais bosser un jour? Ouais, moi, il y a plein d'acteurs qui m'inspirent. En France, en réalité, Jean Dujardin, tu vois, m'inspire beaucoup. Et je trouve ce mec-là, en fait, au final, il est sous-exploité en France. Ah ouais? Bah, en fait, au final, quand tu regardes sa filmographie, elle est géniale. Hein. Moi, je dirais peut-être même Gilles Lelouch, en fait. Enfin, pour moi, c'est marrant. Non, tu sais quoi? Alors, franchement, je vais dire un truc. Non, en fait, ça m'amène une réflexion, en fait. En France, j'aimerais travailler avec Laurent Lafitte. Ah, excellent. Voilà. Laurent Lafitte, pour moi, meilleur acteur français. Ouais. C'est un pour moi, c'est le meilleur acteur français. Aux États-Unis, demain, t'as, je sais pas, Jerry Bruckheimer qui m'appelle en disant Arnaud, tu veux faire un film? Bon, ça, c'est dans mes rêves, hein, quand je dors. Qui me dit vas-y, tu veux travailler avec qui? En réalité, il y a tellement de stars américaines qui, quand ils prennent un film, je suis dans, évidemment, DiCaprio, parce que quand il joue, enfin, j'ai une admiration pour l'acteur qui est enfin, vraiment, j'ai des posters de lui dans ma chambre toute ma vie. Hein. C'est incroyable. Il y a des gens extraordinaires comme Cillian Murphy, au-delà du fait qu'il ait fait Peaky Blinders et qu'il a pris un Oscar sur Oppenheimer. Je trouve qu'il a une sensibilité assez incroyable. Donc, tu vois, je répondrais... Mais c'est des rêves, là, on parle des rêves. Hein. DiCaprio et Cillian Murphy. Ouais, mais regarde, quand je t'ai dit je suis, tu m'as répondu je suis un rêveur. Je suis un rêveur. Non, mais je suis un rêveur. C'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui aussi. Ouais, puis après, il s'est passé plein de choses. Je le dis, mais alors, on s'est passé. Hein. Mais mon frère est tombé dans le coma à cause d'une crise cardiaque. Ça a été une galère. J'étais très jeune quand c'est arrivé. Ouais. Donc, j'ai failli perdre mon frère. Et en fait, il y a un monde qui s'est effondré. Gigantesque. Parce qu'en fait, mes parents ont été d'une délicatesse dans leur éducation de nous protéger de tout va bien, c'est ok. Même quand ça allait pas, en fait, maintenant avec mon âge d'adulte, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient en tanasse. Le jour où il est tombé dans le coma, en fait, un monde s'est effondré. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, demain,
Tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Mais en fait, quand tu as 14 ans et que tu le sais, dès 15 ans, en fait, c'est là où j'ai. Et ça a corrélé avec le fait que quand je suis allé voir La vie est belle de Roberto Benigni, j'avais 12 ans, je crois, en 5e. En fait, je me suis dit, en fait, il s'est passé un truc, une graine en moi que je n'ai cessé d'arroser en disant vis tes rêves, mec. Vis tes rêves parce qu'en réalité, la vie va passer comme ça. Et moi, j'ai pas envie de faire un métier normal. Enfin, ce que je dis normal, c'est un métier. C'est pas un métier. Enfin, c'est un métier commun. Enfin, je sais pas. Je voulais faire un métier artistique. Pour toi, ouais, tu veux que c'est du sens. Ouais, et je veux donner de la joie aux gens. En fait, j'ai toujours. Et pour clore ce podcast, enfin, en tout cas de mon côté, le mec n'est pas du tout le gars pour finir ce podcast, parce qu'en fait, c'est mon podcast. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours vu. J'ai toujours donné. En fait, j'ai toujours aimé donner du sourire aux gens. J'ai toujours aimé faire rire les gens. J'ai toujours aidé les gens. J'ai aimé faire du cinéma, c'est-à-dire que c'est raconter des histoires. En fait, au final, j'aime trop les gens. L'humain, J'aime trop l'humain. Ouais, j'aime trop l'humain et je comprends pas les gens vraiment méchants. C'est-à-dire que les gens qui sont de la méchanceté, je me dis, en fait, ils ont une épine dans le pied quand ils marchent, ça leur fait un peu mal. Ouais. Donc je pardonne en fait. Il y aura toujours un moment donné ou un autre où cette capacité à donner, tu la retrouveras. C'est ce que disait hier Thomas Dancet, le créateur de la Première Brique, une plateforme de crowdfunding immobilier. Bien sûr. Il disait que nous, aujourd'hui, on est prêt à énormément donner sans forcément attendre de recevoir. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Parce que raison, si tu attends quelque chose, t'es cuit. Enfin, tu fais pas la chose du mieux. Magnifique. En tout cas, Arnaud, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ça. Vraiment, j'ai appris. Merci à vous. J'ai trop parlé, mais non. J'espère que tout est accueilli de manière humble et non familière, dans le sens où, en fait, j'ai trop connu de. En fait, je rencontre trop de gens au quotidien maintenant, et je reçois énormément de messages de comment t'as fait, machin, etc. Et en fait, tu sens que. Enfin, je me suis permis de me livrer un peu à cœur ouvert en parlant d'argent, d'émotions, d'échecs, de réussite, uniquement, parce qu'en réalité, on parle d'argent, c'est beaucoup d'argent, mais c'est très peu d'argent aussi pour les gens qui ont des sociétés, ils savent très bien que c'est tout petit, ce qu'on a parlé. Mais pour inspirer, pour dire c'est possible. C'est l'objectif. Ok. C'était l'objectif, c'est très bien. Mais en fait, je le dis parce que en fait, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, putain, tu vois des gars, ils ont tout de suite des abdos qui sont riches. Écoute, moi, j'ai 24 ans, je suis trilliardaire. Voilà, je vais t'expliquer ma vie. En fait, c'est pas la vie. C'est pas la vraie. Ce sont des essences de vie, c'est-à-dire que c'est possible. La preuve, c'est qu'il y a sûrement un mec de 24 ans qui est déjà milliardaire, etc. Ok, ça existe, c'est inspirant. Mais je pense pour le commun des êtres humains, on en a chié, quoi. C'est dur. C'est bien ce que tu dis. Franchement, putain, c'est magnifique. Dur, quoi, c'est magnifique. Tu vois, et lui, il a vécu, je te dis, un arrêt cardiaque. C'était dur. Pour mes parents, ça a été un effondrement. Suite à ça part d'une crise d'asthme, le truc quand même. Bref. Ensuite, avant, le collège, c'était hyper dur. La primaire, c'était dur. Ça n'a jamais été facile, quoi, pour lui. Et au final, il est toujours debout. Et en fait, la plus grande qualité de ce mec-là, je dis ce mec, c'est mon frère, mais voilà, il a toujours le sourire. Ouais. Ok. Il a toujours le smile. Ouais, ça va. Tu sais quoi, c'est vraiment avec grand plaisir de pouvoir l'avoir. Je crois que ça peut être inspirant. Bon, après, c'est mon frère aussi, donc c'est facile. Non, mais écoute, c'est à lui par réflexe, mais on échangera les WhatsApp et on sera un petit message. Je pense que ça peut être super intéressant. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. On se check. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas, Arnaud. Et merci pour l'invitation. Et je pense que podcast. C'est très très inspirant tout ce que tu as raconté, ton honnêteté, ton éthique, etc. Vraiment, j'ai kiffé. Moi, j'ai beaucoup écouté. Je me suis régalé avec des bonbons. Je me suis régalé, c'est vrai, avec les bonbons. Je me suis mais c'était vraiment énorme. Vraiment, merci beaucoup. C'est la première fois que je fais un podcast où, très sincèrement, je dis pas que je prends pas de plaisir sur les autres. Je dis juste que là, j'ai eu une histoire, de malade mental. Vraiment, c'est énorme. On peut mettre quoi? Tes réseaux? Tu veux qu'on mette quelque chose en particulier ou pas? Ouais, je sais pas. On va faire gagner des places pour le festival Filmoramax aux gens qui écoutent ce podcast. Tu déconnes? Je déconne pas. On s'en fout. Sérieux? On fait quoi? On met commentaire? Ouais, commentez, je vous offre une place. Magnifique. C'est ça. Cut. 10 000 commentaires, je peux pas. Non, mais écoutez, les 50 premiers qui commentent, on les invite. Voilà. Non. Si, mais frérot, ça va, la place, c'est tranquille. Hein. Mais c'est uniquement pour faire revenir les gens au cinéma, c'est important. Et pour voir les talents de demain. Filmoramax, c'est vraiment les talents mondiaux de demain. Donc je trouve que c'est intéressant, tu vois. Le Filmoramax à Lyon. C'est à Lyon, du 1er au 5 octobre 2024, il faut venir.
Et puis peut-être l'insta de la boîte de prod, ça s'appelle Lorbac. Allez, Lorbac, juste ici, en plein milieu de votre écran. N'hésitez surtout pas à les suivre. Lorbac Production. Lorbac. Dernière anecdote. Quand on me Vas-y. demande de créer ma boîte de prod pour la boîte de pub, Pourquoi Lorbac, ouais? parce que j'ai pas de nom, je suis dans la merde. Et je suis dans la merde et je dis ah. Et ma copine de l'époque s'appelle Cabrol. Et je Comment le mets en... Cabrol, son nom de famille c'est Cabrol. Ouais. Et je le mets en verlan, ça fait Lorbac. T'es un malade. T'es un grand malade. Je dis Lorbac. Tu sais, ça fait boîte de prod. Lorbac, en plus, ça tue, hein, Lorbac. Ça fait un peu US et tout, tu vois. Ça fait US de fou, frérot. Donc, je Incroyable. remercie ma femme, qui est géniale, qui est vraiment... sans cette femme, je suis... Ah, frérot, je suis rien. T'en as beaucoup parlé, c'est beau. Je suis rien. En vrai, je sais pas comment elle fait pour être là encore. Enfin, tu vois, je suis un escroc, je suis un clown. Bah, après, on vit des moments forts, tu vois, le cinéma, le machin, mais je dis, attends, là, je pars 4 jours, je fais ci, je fais ça. Elle est toujours là. Ouais, je dois trop. En fait, franchement, je dois... mes parents, évidemment, mon frère et ça. Mais sans cette meuf-là, jamais de ma vie entière, je vis mes rêves. Incroyable. C'est impossible. C'est le... Je sais pas comment dire. C'est ancré au sol. Cette meuf-là, elle me visse au sol, me reste au sol. Tu vois, je fais un film avec Joey Star, j'en peux plus. Elle me dit, ah, tranquille. Ah, elle est là. Tranquille. Je suis près de Mo César, elle me dit, t'es pas pris. Sans rentrer dans la critique. Parce qu'elle est tellement d'amour et tellement de Et bienveillance. elle te connaît par cœur. Elle me connaît, elle me dit, Tranquille, frérot. n'oublie pas, quand t'as balayé, t'as pâté. T'as pas envie d'y retourner. Tranquille. Magnifique. Ouais, voilà. Arnaud, merci énormément. Merci à vous et merci à tous les auditeurs. Merci. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.